Bonjour à tous. Donc, cette fois, on est en direct. Donc, je suis Adeline Neumann. Je suis responsable de la plateforme Agoramonde, le réseau connecté des lycées français du monde. Et aujourd'hui, le mercredi 26 mai, alors en direct, nous de la Suisse, et plus particulièrement du lycée français de Zurich, j'ai le grand plaisir d'ouvrir le premier événement de ces 2 journées ADN Carbone Zéro. Alors, d'abord, je me réjouis et je souhaite saluer la présence de Monsieur Gilles Boeuf et celle des éco-délégués. Alors, on est tous connectés dans le monde, donc depuis Pékin, Dubaï, Beyrouth, Zurich et aussi la régie opérationnelle à Madrid. Alors, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour apprendre les uns des autres et j'ajouterai même afin d'agir ensemble. Alors, avant de lancer les présentations, de donner la parole à tous les intervenants, de commencer toutes ces belles interactions qui nous attendent, je voulais prendre 2 minutes en préambule pour rappeler le contexte. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi même nous en sommes là, ensemble, réunis autour du projet ADN Carbone Zéro? Alors, c'est toute une histoire. Vous allez voir, il y a 4 ans, la direction de l'AEFE souhaitait offrir aux élèves de seconde la possibilité de découvrir, d'expérimenter la richesse du réseau en permettant aux élèves de seconde d'effectuer un échange scolaire de 6 semaines dans un autre lycée français du monde. Et c'est comme cela qu'est né le programme d'échange scolaire ADN AEFE porté par la plateforme Agoramonde. Et ça a été un très grand succès. Les élèves de seconde se sont mis à voyager, ont pris l'avion, sont partis pendant 6 semaines à la rencontre d'autres élèves, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres établissements. Et ce, jusqu'au mois de février, mars 2020, où la Covid-19 a mis fin aux échanges et où certains départs se sont même transformés en rapatriement. Alors, il a fallu agir et réagir pour continuer à faire vivre cette belle idée de rencontre, cet ADN initial de mettre ensemble les élèves du lycée français du monde. Et donc, il fallait repenser ce concept ADN AEFE initial, mais en prenant compte de la réalité. Alors, ceux qui ne le savaient pas, on s'est tous rendu compte en tout cas que notre planète était fragilisée. Et il fallait proposer une déclinaison du programme avec une ambition éco-citoyenne pour tenter à notre niveau, notre petit niveau, d'agir afin de changer un peu le monde de demain. Donc voilà le contexte insolite, original. Il y a 1 an, on ne s'y attendait pas à se retrouver 1 an plus tard, tous ensemble, à avoir travaillé sur un nouveau programme. Les élèves n'ont pas pris l'avion, il s'agit désormais d'élèves de 3e et qui ont travaillé sur des projets pédagogiques et aussi sur des projets éco-citoyens. Donc c'est la première année du programme avec 21 établissements. On en espère, on sait qu'on en aura déjà plus de 70 l'année prochaine. Et c'est cette aventure ADN Carbone Zéro qui se termine sur son expérimentation et qui s'ouvre sur une plus large édition dès l'année prochaine. Voilà en termes d'introduction. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour de table des intervenants. Je voulais commencer par saluer notre invité d'honneur qui accepte de nous accompagner tout au long de cette journée, de ces 4 tables rondes. Alors, je souhaitais que M. Gilles Boeuf se présente quelques minutes et après, on donnera la parole aux éco-délégués des différents endroits qui sont avec nous sur cette heure. Alors, bonjour à tous. En quelques mots, moi, je suis un professeur des universités. Je suis quelqu'un qui, depuis tout petit, à 8 ans, je savais que je serais un chercheur en biologie. Donc, j'ai fait une carrière à l'université. J'ai été 7 ans le président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, un des 3 plus grands musées de la planète, hein, bien sûr. J'ai été également directeur d'une très grosse station marine en pays catalan, à Bagnols-sur-Mer, sur la Méditerranée. J'ai travaillé 20 ans également à Brest, à l'Ifremer. J'ai passé 18 ans de ma vie à travailler sur les migrations des saumons. Et pour cela, j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Nord, beaucoup en Amérique du Sud. J'ai passé 4 années au Chili. Et là, maintenant, je suis effectivement toujours professeur des universités. Je suis professeur agro-ParisTech. J'enseigne en médecine, à l'agro, j'enseigne dans les écoles vétérinaires. Et puis maintenant, avec les nouveautés de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la mondialisation, j'enseigne aussi auprès de l'école de la magistrature, à Sciences Po, à Paris.
et puis également dans les écoles de commerce. Expliquer à l'humain qu'aujourd'hui, on doit changer. Donc voilà, c'est ça un petit peu mon but. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'éducation nationale et aux enfants. J'ai organisé avec Christophe de Rambure, il y a maintenant quelques années, un très joli événement avec d'ailleurs avec Nicolas Hulot à Valencia, en Espagne, où on a fait une COP, on a simulé une COP avec les élèves de seconde, des lycées français à l'étranger, des deux rives de la Méditerranée. Donc, je suis très intéressé par ces questions-là. Et pour finir, je me bats beaucoup en ce moment contre ce gouvernement qui est en train de nous massacrer les sciences de la vie et de la terre au lycée. Voilà en quelques mots ce que je suis. Merci. Merci à vous. Et merci d'être là toutes ces journées avec nous. Vous allez rencontrer beaucoup d'éco-délégués. C'est une fonction qu'on souhaite mettre à l'honneur. Alors, je voudrais juste leur donner la parole avant de rentrer dans le déroulement concret. Alors, on va peut-être commencer par les deux éco-délégués qui sont à côté de moi, à Zurich. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Furter. Moi, je m'appelle Matteo Donati en classe de 3e. Et du lycée français de Zurich. Voilà, donc Zurich. Alors, à Dubaï. Bonjour, je m'appelle Cassandra Tsoutsi et je suis l'une des éco-déléguées du lycée français international Georges Pompidou à Dubaï. Bonjour, je m'appelle Ahmed Biki. Je suis en élève de seconde et je suis l'autre délégué à l'IGP à Dubaï. Super. À Pékin. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis un élève de 3e du lycée de Charles de Gaulle de Pékin. Bonjour, je m'appelle Clara, je suis également une élève de 3e du lycée français de Pékin. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis une élève de 3e au lycée français international Charles de Gaulle de Pékin. Bonjour, je m'appelle Louise et je suis aussi une élève de 3e au lycée français de Pékin. Voilà. Et à Pékin, on salue Franck Pajot, qui est professeur de SVT et qui a bien encadré, travaillé sur le projet ADN Carbone Zéro. Bonjour. Merci Adeline, c'était une belle équipe, c'était un beau projet et vraiment merci pour avoir permis tous ces échanges toujours très riches entre, ça fait toujours un peu rêver, même ces échanges entre toutes ces grandes villes du monde et c'est très bien. Merci à vous. Super. Et alors on va terminer avec Beyrouth. Bonjour Beyrouth. Alors on a deux éco-délégués qui sont à des endroits qui sont chez eux, c'est ça? Oui, madame. Oui. Alors, vous présentez, vous êtes? Bonjour, je suis Miram Naïmne en classe de 3e au lycée Abdeladel au Liban et je représente mon école dans ce projet ADN Carbone Zéro. Très bien. Et votre camarade? Bonjour, je suis Mohamed Amr Abbas et je représente le lycée Abdelkader dans ce projet. Super. Ben alors, merci à tous. Alors, je vous propose, parce qu'on va essayer de tenir les délais, on sait aussi que Monsieur Gilbert, vous nous accompagnez toute la journée, donc on va tenir notre heure. Alors, on va commencer, comment on va procéder, comment on va construire ces tables rondes? Eh bien, on va donner la parole à ces quatre petits groupes d'éco-délégués, donc à Zurich, Pékin, Beyrouth, Dubaï, sur une problématique d'environnement local. Et Monsieur Gilbert, vous choisirez un ou deux points pour réagir. Et dans un second temps, ce sera les actions concrètes menées par les élèves. Donc, il faut qu'on arrive à bien tenir le timing. Je vous demande à tous de ne pas déborder sur le temps imparti. Alors, on va commencer avec la Suisse, le lycée français de Zurich, et on a choisi de vous parler du gaspillage alimentaire. Donc, nous sommes en Suisse. Ce pays est connu pour sa richesse, son engagement écologique et sa qualité de vie. Cependant, le gaspillage alimentaire est un point à améliorer. En effet, un habitant produit en moyenne 90 kg de déchets par an, dont 20 kg de déchets alimentaires. La production alimentaire est responsable de 30% des impacts sur l'environnement. En jetant une banane, on jette également les 160 litres d'eau pour sa production. Le gaspillage alimentaire se fait non seulement au niveau de la consommation, mais aussi lors de la production, de la transformation ainsi que de la distribution. En Suisse, où nous vivons, l'agriculture représente près de 13% de la production de CO2. Le gaspillage alimentaire augmente, donc l'effet de serre aussi. La Terre se réchauffe bien trop vite. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans ce projet. Voilà. Merci à Pauline, merci à Matteo. Et on passe sur une autre problématique environnementale locale. À Pékin. Clara, qui prend la parole? Oui. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, autour du thème du développement durable, on va vous parler d'une problématique qui est la pollution atmosphérique à Pékin.
Donc, nous allons vous parler des causes, des conséquences, mais aussi comment nous vivons personnellement avec quelqu'un qui vit très pollué. Et enfin, on va vous proposer des solutions. Donc, on va commencer du coup par ces causes de la pollution. Donc, il y a tout d'abord des causes humaines, donc par exemple les industries de la production d'énergie comme le charbon, ou alors du gaz d'échappement comme les voitures par exemple, ou du rejet industriel, et enfin des émissions de poussière. Et ensuite, il y a des phénomènes naturels aussi comme des éruptions volcaniques, les feux de forêt, donc ceux-ci contribuent à la pollution atmosphérique par le rejet de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc, quelles sont les conséquences de cette pollution sur la Terre? Donc, la première conséquence est la disparition de la couche d'ozone. Donc, la couche d'ozone, c'est un gaz qui fait partie de l'atmosphère qui sert à filtrer les rayons ultraviolets. Et la pollution affaiblit cette couche d'ozone et cela peut gravement nous affecter, nous, la nature et aussi notre santé. La deuxième conséquence est les dommages aux écosystèmes. Donc, les conséquences du gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone provoque l'acidification des océans et le réchauffement climatique cause la fusion des calottes polaires, donc ça peut causer la disparition de plusieurs espèces, mais aussi des petites îles. Et enfin, les pluies acides. Donc, les pluies acides, ce sont des précipitations qui ont des niveaux élevés d'acide nitrique ou sulfurique, et ça affecte les sols, les mers, les océans et aussi l'environnement généralement. On continue avec la parole à Beyrouth sur une autre problématique environnementale locale. Comment vous pouvez, s'il vous plaît, nous projeter? Oui, d'accord. Voilà. On commence? Allez-y. D'accord. La crise de déchets au Liban par Lissa Abdel-Adar, présentée par Miram Naini et Mohamed Amr Abbas. D'abord, c'est la présentation de problèmes. Le Liban a subi une crise de déchets, les ordures qui sont empilées dans des décharges ouvertes et ne sont pas recyclées, ce qui pollue la terre, les airs et l'eau. En raison des mauvaises stratégies de gestion des déchets et le manque de recyclage, ainsi que le problème de la surpopulation, ce qui empire ce problème. En 2015, des manifestations avec le slogan de Tolatri, au nom de Tolatri Hadkon, et ont commencé pour réagir à ce problème sanitaire et écologique. Voilà la décharge de Costa Brava au Liban et une photo des manifestations de 2015. Les conséquences. Il y a une forte émission de méthane, considérée 25 fois plus que le CO2 et qui cause un réchauffement climatique global affreux. La pollution des aliments consommés à cause de la pollution de l'eau, de la terre et de la terre, la dégradation des paysages et des espaces verts, l'inhalation des gaz émis et fumée de combustion des déchets cause de sévères problèmes respiratoires et cela aussi participe au dérèglement des écosystèmes et à la baisse de la biodiversité. Et voici la photo de la pollution au Liban où les déchets sont jetés et ne sont pas recyclés. Et les solutions pour combattre la pollution au Liban, il faut éduquer et sensibiliser les élèves dès un jeune âge, comme on va le montrer dans le prochain PowerPoint. Et il faut investir de plus en plus envers le tri des déchets et le recyclage. Il faut encourager les citoyens à réutiliser et donner au lieu de jeter. Et aussi, il faut considérer l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour minimaliser les effets de la pollution de l'air, comme les panneaux solaires et les éoliennes. Et enfin, il faut organiser des projets de services de nettoyage de plages et de forêts, etc. Comme le service, comme au Liban, on a un projet qui s'appelle Free Plastic Lebanon, qui a fait le plus grand drapeau à partir de mosaïques de plastique qui sont recyclés. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on voit les projets communautaires. Alors, on passe à Dubaï, bien connu pour la gestion, le problème du plastique. Alors, Dubaï, on vous écoute.
Donc, on parlera du problème de la consommation du plastique. Le plastique est un matériau omniprésent dans notre vie actuelle. On le retrouve dans les textiles, les biens de consommation, les transports et surtout dans les emballages. En effet, plus de 45%, soit 158 millions de tonnes de plastique utilisées, se retrouvent dans les emballages tels que les sachets plastiques et les bouteilles en plastique. Et ce plastique, qui prend jusqu'à 4 siècles pour se dégrader, pollue énormément. Cette pollution a des effets nuisibles sur la Terre, les mers et les océans, ainsi que dans les cours d'eau, en affectant la vie sauvage, l'habitat et secondairement l'être humain. On estime que 24 à 35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans le milieu aquatique. Depuis les années 2000, notre consommation de plastique a augmenté drastiquement. À Dubaï, la consommation de plastique est très élevée par rapport aux autres pays. Une de nos sources de déchets les plus importantes sont les sachets plastiques. On utilise 11 milliards de sacs plastiques par an, soit 1184 sacs par personne. C'est plus de 3 fois la moyenne mondiale, qui est à 307 sacs par personne. Les magasins locaux essayent donc d'introduire des sacs réutilisables et un résident typique des Émirats utilise 450 bouteilles d'eau en plastique en moyenne par an. Les Émirats ont donc le 4e niveau de consommation d'eau en bouteille le plus élevé dans le monde. Le recyclage n'étant pas si pratiqué que dans d'autres pays, le problème du plastique est devenu très important. Même s'il existe de plus en plus de poubelles de recyclage dans les endroits publics, ce n'est pas encore assez. Avec la pandémie mondiale qui a introduit les masques jetables, cette consommation de plastique a encore augmenté. Même dans notre établissement, notre consommation de plastique est assez élevée. Mais cette année, elle a beaucoup augmenté. Avec cette pandémie mondiale qui a introduit les masques jetables et qui a fermé les fontaines d'eau, les élèves et les professeurs ne peuvent pas régulièrement venir avec de grandes bouteilles réutilisables et décident donc de ramener des petites bouteilles en plastique ou bien d'en acheter du kiosque. On a donc dû réfléchir à la question comment diminuer la quantité des déchets plastiques dans l'établissement. Alors, merci pour toutes ces interventions. Merci pour toutes ces problématiques environnementales locales. C'est extrêmement intéressant à écouter. Alors, on souhaite, pendant une dizaine de minutes, avoir la réaction de M. Gilbeuf au regard de ce que vous avez écouté venant des 4 coins, de Pékin, de Zurich, de Dubaï, de Beyrouth. D'accord, avec plaisir. Alors, je vais commencer par d'abord un terme que vous utilisez tous beaucoup, les océans, ça n'existe pas. Il y a un seul océan, s'il vous plaît. Si je prends de l'eau de mer à 400 mètres de fond, n'importe où, c'est le même océan. D'ailleurs, lorsque les grands navigateurs font le tour du monde, ils ne trouvent pas de pointillés sur une carte de barrière ou de frontière. À 400 mètres de fond, on a la même eau dans l'océan Indien, Pacifique, Atlantique. C'est un truc de cartographie. Donc, parler de l'océan, et c'est pour ça qu'il a ce rôle si important sur la régulation du climat. Je vais commencer par la pollution atmosphérique parce que c'est un problème gigantesque pour mes amis de Pékin. Il faut bien voir aujourd'hui que la pollution atmosphérique est la 3e cause de mortalité au monde, il ne faut pas l'oublier, et particulièrement en Chine, elle tue aujourd'hui après l'alcool et le tabac. C'est la 3e cause de mortalité dans le monde. Il y a 7 millions de personnes qui seront touchées à l'horizon 2050 dans le monde. Donc, vous voyez que c'est absolument gigantesque. Et en Chine, le principal problème, c'est une molécule qui s'appelle le monoxyde de carbone, qui est très, 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 très important. En gros, la pollution atmosphérique, ce sont des gaz. Monoxyde de carbone, on a dit surtout en Chine et ailleurs. Les oxydes d'azote, eux, ils viennent effectivement de la surutilisation des produits fertilisants en agriculture et dans les centres urbains. Et enfin, les particules d'ammoniac qu'on trouve aussi un petit peu partout. Alors, ce qu'il faut dire aussi, là, et c'est intéressant pour nous qui avons tous travaillé sur ces questions-là, c'est qu'on a mis en place des stations d'études de la qualité de l'air. À Paris, on connaît bien effectivement Air Paris, mais nous, à la Sorbonne, on a une station d'études de la pollution atmosphérique au-dessus de Paris. Et on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi en Chine, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on a vu une chose incroyable, c'est que pendant le confinement, eh bien, ça a fortement diminué. En Chine,
mais aussi en France et aussi à Beyrouth et partout. En fait, l'arrêt de l'économie mondiale, on a vu les gens effectivement moins circuler en voiture, en transport en commun, les usines beaucoup moins produire, un freinage d'activités économiques diverses et variées. Il se fait qu'on a eu finalement une accalmie. Donc on peut faire quelque chose. L'arrêt des avions, hein, on voit effectivement, aujourd'hui on a eu en 2020 un tiers des avions qui volent normalement. La Chine a repris ses activités d'avion depuis la fin du dernier confinement, mais c'est vrai que... Donc aujourd'hui, c'est un énorme problème, la pollution atmosphérique. Il faut qu'on en tienne compte. On ne peut pas continuer comme ça. Et là aussi, bien sûr, on augmente les inégalités sociales, parce que toujours pareil, hein, ce sont les pauvres qui trinquent. Et ça, on va en parler tout au long de la journée avec tous les lycées qui vont m'écouter, tous les jeunes. Le drame de l'environnement, c'est que chaque changement environnemental a un impact social, clair. Et toujours les pauvres, bien sûr, qui trinquent. Hein. Donc on est sur quelque chose où cette économie actuelle capitaliste sans frein, sans limite, a amené à ces différences sociales gigantesques. Vous avez au sein du même pays, la Chine, c'est un bon exemple, des gens immensément riches et des gens immensément pauvres. Et dans les gens pauvres, sachez quand même que sur la Terre, il y a un peu plus de femmes que de garçons. Et pourtant, 70% des gens pauvres, ce sont des femmes, partout. Hein. Le seuil de pauvreté des Nations Unies, c'est moins de $1 US par jour et par personne. Les trois quarts, je vous dis presque les trois quarts, ce sont des femmes. Pourquoi? C'est une vraie question qu'on devrait se poser. Donc ces questions de pollution atmosphérique, elles sont absolument essentielles. Elles tuent. On l'a complètement oublié, ça, en fait. Hein. Les gens ont peur du virus. Oui, bien sûr. Mais c'est là qu'il faut qu'on s'arrête pour réfléchir. Donc je voulais vous intervenir sur cette question de pollution atmosphérique. Arrêtons d'empoisonner les gens avec ces productions émises sans filtre, hein, sans aucune mesure. Vous allez voir que une des grosses questions de la journée, partout, vous avez parlé des déchets, des matières plastiques, vous avez parlé également du gaspillage alimentaire. Tout ça, c'est lié à la démesure. Venons au gaspillage alimentaire, si vous voulez, c'est absolument ahurissant. Nos amis suisses nous en ont parlé tout à l'heure. On jette pratiquement presque la moitié de ce qu'on produit. Vous vous rendez compte? On jette. Tout à l'heure, il assistait le jeune qui parlait sur une banane jetée. Il y a la banane qui disparaît, mais bon, ça c'est recyclable encore, c'est pas trop grave au niveau pollution. Ce qui est dramatique, c'est le gaspillage, bien sûr. Hein. L'eau, a-t-il dit, l'eau virtuelle, calculée pour produire une banane. Et c'est là qu'on a oublié ce qu'on est, nous les humains, en fait. Hein. Un petit bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. On l'a complètement oublié. On ne le dit pas à l'école. Ça, c'est très grave pour moi. L'éducation nationale ne fait pas son travail. On devrait dire ça aux enfants en école maternelle. Un corps humain, c'est de l'eau liquide, des cellules et du sel. C'est que ça, c'est pas autre chose que ça. Tout le reste, ça vient autour de tout ce qui est vivant. Et l'humain est profondément vivant. Pourquoi est-ce que la pollution atmosphérique nous affecte, hein? Si je prends les enfants, aujourd'hui, par exemple, on se rend compte on est passé de 5-10% de gamins asthmatiques il y a 40 ans à aujourd'hui presque 20%. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a des facilitations par nos modes de vie, mais il y a aussi cette pollution atmosphérique dramatique qui n'est pas que dans les villes. Hein. Si je prends le cas de la France, vous avez des zones aussi qui sont en territoires ruraux, qui sont aussi très contaminées. Donc, un énorme effort à faire. L'atmosphère, l'océan. L'océan. Et là, on l'oublie beaucoup trop souvent, l'océan. Et vous savez pourquoi on l'oublie? Parce que personne ne vote dans l'océan. Personne n'est élu dans l'océan. Or, l'océan, il est incroyablement important. Tous ici, tous nos amis éco-délégués qui m'écoutent, on est sensible à la pollution atmosphérique, on est sensible à la pollution des rivières, on l'a dit, hein, la pollution de l'eau avec les matières plastiques, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on oublie complètement nos relations avec ce monde de l'océan. Bon, vous regardez votre prochaine prise de sang, vous verrez, c'est super intéressant. Regardez là, vous verrez le début de la prise de sang, il y a marqué sodium, 142, chlorure, 105, potassium, 3. C'est quoi ça? Ils viennent d'où ces sels? Ils viennent de l'océan. C'est la preuve que la vie sort bien de l'océan, y compris l'humain, bien évidemment, on n'est pas différent des autres, et qu'aujourd'hui, on a cette relation incroyable. Chaque corps humain, chacun d'entre vous qui m'écoutez là, à Beyrouth, à Pékin, à Zurich, à Madrid, vous avez un petit océan au sein de vous-même, moins salé, 3 fois moins salé que le grand océan ouvert. Donc, vous voyez que c'est pour vous rappeler, en éco-délégué, vous avez un rôle absolument essentiel. Vous devez raconter des histoires vraies, pas des fake news, comme on dit en anglais, vraies à vos amis, pour leur dire, voilà, posez-vous des questions qui sont importantes.
Tout ce qu'on raconte ici sur le gaspillage, sur les déchets qu'on ne sait pas recycler, sur la pollution de l'eau, sur les questions de plastique qu'on a évoquées et de qualité de l'eau et de l'air, elles sont fondamentales. Donc il faut qu'aujourd'hui, je vais terminer là-dessus, pour rassurer les gardiens du temps, au sein de l'école, garder de la diversité du vivant, parce que nous sommes la même chose, un corps humain, c'est de la biodiversité, bien évidemment. On n'est pas à côté, on est dedans, et faisons extrêmement attention à ce qu'on produit. Développons une culture de l'impact. Si je fais ça, il va se passer ça. Et pour ça, il faut tuer l'imprévoyance de l'humain, son arrogance et sa cupidité. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fascinant de vous écouter. C'est fascinant et le rôle et l'importance du rôle des éco-délégués, d'avoir un monsieur comme vous qui prend le temps de consacrer une journée à tous ces éco-délégués des lycées français du monde. Je pense que vous rendez les lettres de noblesse à ce rôle qui, à mon avis, ne va faire que grandir dans les années à venir au sein des lycées français du monde. Vous avez raison. Je rajoute juste une chose, si vous voulez bien. Vous avez un double rôle pour moi extrêmement important, enseignant dans les lycées en général et en plus à l'étranger. Il y a une image de la France. Et il y a aussi de donner aux enfants non seulement des connaissances, hein, que sans connaissance on dit que des bêtises, mais surtout développer leur esprit critique. Que vous ne soyez pas là pour gober tout et n'importe quoi. Faites le tri de ce que vous recevez et après utilisez ceci le mieux possible. C'est noté. On a plusieurs enseignants qui sont là avec nous. C'est noté. Alors, on parle de justement être capable de développer son esprit critique, être capable de s'investir dans son rôle d'éco-délégué. Et ça nous amène vers la deuxième partie, et là, on respecte le temps parfait, puisqu'il est déjà 9h30, de donner la parole aux éco-délégués sur, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour agir, même pas pour le monde de demain, pour le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fait dans chaque établissement à l'échelle de la problématique environnementale qui a été développée tout à l'heure? Alors, encore une fois, on va procéder sur le même déroulé de la table ronde. On va successivement écouter nos 4 groupes d'éco-délégués. On va commencer par qu'est-ce qu'on fait au niveau du gaspillage alimentaire au lycée français de Zurich, et on terminera ensuite par l'analyse et les réactions et les conseils de Monsieur Gilles Boeuf. La parole à Zurich avec nos 2 éco-délégués, Mathéo et Pauline. Donc, nous allons vous expliquer aujourd'hui notre projet nommé la semaine anti-gaspi. Mathéo, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un concours que nous faisons dans notre établissement. Et qui y participe? Les élèves de toute la primaire, du collège ainsi que du lycée. Mais Pauline, pour quelle raison? Mais savez-vous qu'une assiette sur 3 est jetée? C'est pourquoi, en réduisant au maximum le gaspillage dans notre école, nous allons aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre émises lors de la production de notre nourriture. De plus, de nombreuses populations ne peuvent pas s'alimenter quotidiennement. Il est alors injuste de gaspiller, sachant que ces inégalités existent dans notre monde. En produisant de la nourriture, de l'argent est dépensé. Ne pas manger ce qui a été produit est donc une perte d'argent. Enfin, les agriculteurs se donnent du mal pour la production de notre nourriture. Il s'agit simplement de respecter leur travail. Quelle est l'organisation de cette semaine? Donc, cette semaine aura lieu du 30 mai au 5 juin, sans prendre en compte le mercredi, c'est-à-dire 4 jours. Une zone de tri sera installée dans la cantine. Il y aura 4 contenants, un pour les pains, un autre pour les restes de nourriture, les serviettes et les déchets plastiques non dégradables, et enfin un dernier pour l'eau restante qui sera redistribué pour les plantes. Chaque élève a donc la responsabilité de trier son propre plateau. Afin de calculer la moyenne de gaspillage par élève, on effectuera le calcul masse du gaspillage divisé par le nombre de demi-pensionnaires. Mais Pauline, quels sont les objectifs? Tout d'abord, cette semaine anti-gaspillage permet de sensibiliser tous les élèves de la primaire jusqu'au lycée. Nous allons donc pouvoir prendre conscience du problème existant et des actions que nous pouvons apporter comme solution. Cette semaine anti-gaspi va donc permettre aux élèves du LFZ de prendre de bonnes habitudes, car certes, ce projet ne dure qu'une semaine, mais ces bons gestes doivent rester le reste de l'année ainsi que les années qui suivent. Chacun va donc apprendre à gérer sa consommation en sachant que ce qu'on prend doit être fini. Finalement, chaque élève aura ainsi une démarche éco-responsable et donc durable. Merci pour votre attention. Voilà, merci pour Zurich. On passe désormais à Pékin pour les actions concrètes. Bonjour. Bon,
Il n'y avait pas eu toute notre présentation avant, du coup, ça c'était les solutions. C'était la suite du début qui avait été affiché. Les solutions qu'on pourrait faire pour limiter la consommation et donc pour éviter les gaz à effet de serre, le CO2. Donc, il faut favoriser les déplacements à pied, à vélo ou les transports en commun. Éviter de prendre la voiture pour des petites distances et surtout éviter d'utiliser la clim ou le chauffage dans la voiture car ça fait consommer beaucoup plus de pétrole, donc produit beaucoup plus de gaz. Ensuite, chez nous, ce que nous pouvons faire, c'est éteindre les lumières pour éviter de gaspiller l'électricité qui consomme énormément d'énergie et donc produit beaucoup de CO2. Et à Pékin, le gros problème, c'est les livraisons à domicile. Beaucoup de monde se fait livrer soit de la nourriture, des vêtements. Donc, cela produit énormément de pollution, non seulement pour le transport des colis, mais en plus, chaque paquet est enveloppé de beaucoup de plastique, de carton, donc ça pollue énormément. Il faut également recycler ces déchets, le moins de déchets possible comme ça à l'incinérateur, il y aura moins de surchauffe. Mais du coup, nous, concrètement, au lycée, ce qu'on fait, c'est principalement sensibiliser les jeunes, tout le monde dans l'établissement sur la pollution. On fait des conférences, on fait des travaux dans les classes. Ici, en troisième, on fait des photos sur les pollutions. Dans chaque matière, on travaille sur ça. Et il y avait des cartes postales pour échanger avec les autres lycées et pouvoir bien sensibiliser les jeunes. Même à la cantine, il y a des messages pour ne pas gaspiller, pour que tout le monde prenne bien conscience du problème. Voilà. Alors, on passe à Beyrouth, au Liban. Les actions concrètes, on vous écoute. Projet Parcours citoyen, la journée de la Terre, présenté par Mira Naïmne et Amr Abbas. Notre école, le lycée Abdel-Ader, participe à la formation des jeunes élèves de primaire sur les différents problèmes environnementaux. C'est à travers plusieurs projets basés sur le parcours citoyen que les élèves de classe de CP au CM2 apprennent leur rôle comme citoyens et sont de là formés sur le développement durable. Le projet des CP, dans le cadre du parcours citoyen et dans le but de célébrer la journée de la Terre, des actions liées au développement durable et à la collaboration avec l'ONG EcoSahem, des activités ont été mises en place pour les élèves de l'élémentaire. Parmi ces actions, des affiches à réaliser, des défis à relever pendant une semaine, tri de déchets, art plastique et à partir d'objets récupérés, recherche et la vérification des fake news liées au développement durable. Alors, on voit des dessins, c'est ça, réalisés lors de cette semaine. Voilà la charte des éco-délégués présentée dans notre école. Elle présente le rôle et les 4 missions essentielles des éco-délégués. Parmi les rôles, on a écouté les demandes et les idées de la classe, être le porte-parole de ses camarades, être le représentant de ses camarades et informer et sensibiliser aussi ses camarades. Et les 4 missions essentielles de l'éco-délégué participent à l'amélioration du bien-être de l'établissement, être un ambassadeur et être à l'écoute de ses camarades et les représenter dans les différentes structures de l'établissement, un relais de connaissances et d'actualité, enrichir ses connaissances et les partager avec autrui, et informer sa classe des projets auxquels ils peuvent s'associer, et être un décideur, monter des projets et les mener à bien, affirmer ses valeurs. Et ici, il y a des exemples des affiches faites par les enfants de notre école, sur le recyclage et sur le gaspillage.
des jolies affiches. Ne coupez pas la relation avec la nature. Très belle affiche. Merci beaucoup. Alors, on passe désormais la parole au lycéen de Georges Pompidou à Dubaï. On vous écoute pour les actions concrètes. En continuation à ce qu'Amel a dit, Dubaï est une ville où tout n'est pas systématiquement trié et recyclé. Il existe donc énormément de déchets dans le désert. Ainsi, pour limiter les déchets plastiques à l'école, nous avons mis en place différents projets. Pour certains de notre projet, il est possible que vous ne pouvez pas les faire, mais ces projets-là nous impliquent les professeurs, les élèves, les personnes travaillant dans notre établissement et j'en passe. Pour l'instant, ces initiatives nous permettent d'avoir une école la plus verte possible. Tout d'abord, nous voulions mettre en place des gourdes métalliques faisant partie de l'uniforme. Une compagnie prestataire aurait imprimé les logos de notre établissement, donc le LFIGP, et le logo du comité environnement, de différentes couleurs. Noir, bleu, rouge et vert. Les élèves auraient pu choisir les gourdes de leurs couleurs différentes et utiliser les fontaines pour limiter les déchets plastiques. Mais à cause du Covid, les fontaines ont été fermées et donc cette idée a été mise en pause. Mais j'espère qu'après le Covid, on pourra reprendre cette idée. Ensuite, nous avons mis en place des poubelles Simply Bottle, des poubelles spécifiques aux bouteilles en plastique. T-Grade est une compagnie de recyclage. Elle récupère les bouteilles en plastique et les transforme en vêtements comme des t-shirts et des accessoires comme les masques Covid. Les élèves, après avoir vidé leurs bouteilles en plastique, compressent leurs bouteilles et les jettent dans ces poubelles. La compagnie récupère ces bouteilles et après les transforme. Plusieurs fois par trimestre, nous mettons en place des concours. Il existe des concours inter-écoles et inter-élèves. Les élèves essaient de récupérer le plus de bouteilles chez soi, chez ses voisins, dans leur immeuble, n'importe, pour essayer peut-être de remporter un prix. Ce projet-là existe depuis 1 an déjà et on voit que les élèves s'investissent énormément. Tous les jours, les poubelles sont remplies à craquer. Et la deuxième. Et donc enfin, le 27 mai, donc demain, c'est notre journée de l'écologie. Et pour marquer l'occasion, nous avons mis en place une journée Lunchbox zéro déchet. Le but étant que les poubelles soient vides de déchets en plastique. Comme on ne peut pas vérifier que toutes les lunchbox n'ont aucun déchet en plastique, nous avons transformé cette petite activité en une petite compétition. Les élèves prennent une photo de leur lunchbox sans déchet et la postent sur l'Instagram du comité environnement. Les élèves recevront un prix de participation. Notre but étant de sensibiliser les élèves par rapport aux déchets plastiques et de leur montrer qu'il est possible de faire vos lunchbox sans utiliser des déchets en plastique. Merci. Voilà, sans utiliser des emballages alimentaires. Alors, merci pour ces présentations très concrètes qui montrent qu'on parle toujours du monde de demain, mais il faut commencer déjà à agir dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on tient le délai, il est 9h42, on voudrait avoir après un tout petit peu de temps pour avoir 2 questions à Gilles Boeuf. Mais d'abord, Monsieur Gilles Boeuf, je vous laisse la parole pour réagir une dizaine de minutes à ces présentations d'actions concrètes des élèves. Merci Adeline. Je suis émerveillé, ébloui, c'est bien. Effectivement, vous savez, ce qui me gêne le plus quand je discute avec le monde politique ou avec des scientifiques, c'est qu'on me dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle à nous? On ne peut rien faire. C'est l'histoire des politiques. Pas que non. En fait, l'histoire dont on parle là, elle a 4 piliers. La science. Je suppose que c'est pour ça que vous m'avez invité. Vous avez invité un scientifique. Pas les opinions. Je suis désespéré pour nos élèves. C'est que depuis 1 an, les gens passent leur temps à donner leurs opinions sur aucune base scientifique. On a parlé des fake news, mais il n'y a pas que ça. Donc, chaque élève doit se dire, voilà, il y a la science établie, celle que je connais, la Terre, elle est ronde. L'eau, elle bout à 100 degrés. Ça, on ne remet pas ça en cause, c'est comme ça. C'est de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, la science. Et la science en marche, qui est différente. Est-ce que tel médicament marche contre telle maladie? On n'en sait rien. Il faut qu'on teste, il faut qu'on essaye, il faut qu'on voit ce qui se passe. Donc ça, il y a une confusion.
Le deuxième rôle, c'est la politique. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Hein. Je me dis, moi, je me bats beaucoup aujourd'hui pour qu'on remette à leur niveau les sciences de la vie, de la terre, au collège et au lycée. Et qu'on commence chez les tout petits, y compris à l'école maternelle. C'est important chez un tout petit de lui dire qu'il y fait d'eau et de cellules. C'est très, très important. Après, c'est vous, les citoyens, dont bien sûr les élèves, c'est très important. Quel rôle vous allez avoir? Là, vous me démontrez que vous avez plein de propositions intéressantes. Et il y a des ONG aussi, hein, les groupements de gens qui sont de bonne volonté, qui ont envie de changer le monde, parce qu'on sait très bien que si on continue comme on a fait jusqu'à aujourd'hui, notre histoire va mal se terminer. Et enfin, il y a l'entreprise. Ça va vous surprendre un petit peu, mais on ne changera pas le monde sans l'entreprise. Entreprise à mission, entreprise engagée, qui a pour rôle effectivement d'offrir de l'emploi à des gens, sans détruire évidemment l'environnement dans lequel on se trouve. C'est tout ça. Donc vos réactions, elles sont superbes. Perte d'argent, je dirais que tout à l'heure, la jeune fille qui parlait de ça en Suisse, perte d'argent pour qui? C'est le gaspillage qui pose problème, bien évidemment. Hein. L'argent est très, très mal distribué. Tout à l'heure, on a dit que plus des 2 tiers des pauvres de la planète, ce sont les femmes. C'est totalement injuste, c'est totalement incompréhensible. Pourquoi les femmes sont-elles si maltraitées depuis que notre monde tourne de l'humain? Même tous les textes ont été écrits par des hommes, on les oublie. Et je répète, hein, il y a plus de garçons qui naissent à la naissance dans le monde, mais à 25 ans, on est exactement le même nombre de filles et de garçons. Et après, il y a de moins en moins de garçons. J'ai regardé en France, c'est intéressant, hein, à 100 ans, il y a 3/4 de femmes, que 1/4 de garçons. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun homme en France. Donc vous voyez que le rôle est essentiel. Dans toutes ces questions-là, les filles ont un rôle essentiel à jouer. Et les filles qui m'écoutez là, surtout dans votre tête, ayez confiance en vous. C'est fondamental. Je passe mon temps à faire des oraux. Moi, c'est ma vie comme professeur des universités. Les filles, elles savent tout, elles disent rien. Le mec, il sait rien, il dit des trucs. C'est ça qui ne va pas du tout. Comment est-ce que vous allez réagir? Moi, j'enseigne en médecine. C'est 3/4 de jeunes filles aujourd'hui. Dans les écoles vétérinaires en France, 80% de jeunes filles. En agronomie, 2/3 de jeunes filles. Dans tout ce qui est le care, le soin, les femmes sont infiniment supérieures. Dites-le vous tout le temps. Il n'y a pas de métier de garçon ou de fille. Hein. Vous avez envie d'être pilote, soyez pilote. C'est très important. Alors ensuite, le problème de la pollution, évidemment, hein, il est dramatique. Et là, c'est vrai que c'est difficile à Pékin de se dire qu'est-ce que je fais moi, puisqu'on a un système politique qui a laissé dériver le système depuis très longtemps, hein, qui fait des gros efforts. La Chine, pour moi, j'y suis allé 4 fois, elle est incroyablement paradoxale, parce qu'à la fois, on a eu des systèmes qui ont laissé dériver des choses avec de terribles impacts sociaux, et à la fois, ils sont capables de prendre des décisions incroyables. Et en plus, ils sont meilleurs que nous, parce que quand ils disent quelque chose, ils le font. Nous, on n'arrive souvent pas à le faire au niveau de l'environnement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de nuances dans tout ce qu'on dit là. Il faut les prendre en considération, bien sûr. Hein. Mais je ne mets pas un exemple d'un système par rapport à un autre. Ce qui est clair, c'est que tout système, que ce soit au Brésil, en Italie, en France, en Chine, à Dubaï, à Beyrouth, l'homme politique ne peut pas ne pas se préoccuper des questions de l'environnement. C'est absolument essentiel. Et ce qui m'ennuie beaucoup quand je parle avec eux, ou qu'ils soient, on me dit tu as raison, Gilles, mais on verra après. On ne peut pas attendre après. Le climat qui change trop vite, tout à l'heure on en a parlé, la biodiversité qui s'en va, la pollution qui s'installe, la surexploitation, la pêche, la forêt qui s'installe, tout ça c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. On aurait même dû commencer avant-hier. Hein. Donc vous voyez que vous avez un rôle à jouer et vous faites un super travail. Bravo aux éco-délégués. Hein. Moi, j'aime beaucoup vous écouter. Je vais terminer sur le recyclage et le gaspillage. C'est très important parce que même en France, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on ne recycle pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un déchet? On met à la décharge. Et on a vu à Beyrouth, elles ne sont même pas traitées, ces décharges. Moi, je connais bien l'Inde. Vous allez en Inde, c'est ahurissant. Il n'y a pas de service d'ordures ménagères. L'Indien est très propre. Vous allez chez eux, ils ont des maisons super tenues. Vous sortez dans la rue, c'est immonde. Des chiens, des rats plus gros que les chats, des serpents partout. On me dit on n'aime pas les serpents en Inde. Commencez par nettoyer vos villes et vous n'aurez pas de serpents. Pourquoi ils sont là, les serpents? Parce qu'ils viennent manger les rats. Donc vous voyez que tout est à l'avenant. Comment est-ce qu'on fait et que le monde politique prend ça en considération? Et pour ça, il faut que le citoyen le pousse. Et vous, les écoliers là, à qui je parle, hein, les lycéens, les collégiens, vous avez un rôle essentiel, même pour éduquer vos parents, qu'on fait beaucoup de bêtises hein, dans les générations passées. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de surpopulation. C'était au Liban aussi. La surpopulation, c'est un fait. 2 chiffres. Depuis que je suis né, moi, je ne suis pas si vieux que ça, hein, mais on a multiplié presque par 4
les humains sur la Terre. Je ne suis pas le seul responsable. Hein. Moi, j'ai 2 filles et 3 petites filles, hein, donc on discute beaucoup avec mes petites filles, on se raconte des histoires de cellules et de biodiversité, elles adorent ça. La question, elle est là, en fait, aujourd'hui. Nous sommes. Est-ce qu'on est trop nombreux? Je ne réponds pas à cette question-là, j'en sais rien. Je pense que si on était moins nombreux, ça irait mieux. N'empêche que on arrive à 8 milliards. 1940, 2 milliards. 2 autres chiffres importants aussi, le climat. Il y a 19 000 ans. Vous me direz 19 000 ans, c'est loin. Oui, oui, mais c'était Homo sapiens, c'est le même que nous. Hein. Dans la rue, si je l'habille avec un beau tailleur Chanel, eh ben, je ne le vois pas différent de nous aujourd'hui. Hein. Une jolie sapiens de 20 000 ans était largement aussi jolie qu'une sapiens d'aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire que la température de la surface de l'océan était 4 degrés plus basse. Et vous savez où il était l'océan? 125 mètres plus bas. Pensez à Pékin, pensez effectivement aux grandes villes chinoises, à Shanghai ou à Guangzhou, pensez aussi bien sûr à Beyrouth, pensez à toutes ces villes que vous connaissez bien, à Tanger, qui sont au bord de la mer. 125 mètres, vous imaginez ce que c'est? Donc la mer s'est mise à remonter il y a 19 000 ans, à la fin des derniers grands glaciers, et puis elle est venue vers les continents. Tout ça, c'est naturel, c'est normal, ce n'est pas l'influence humaine. Le problème actuel, en dehors de la pollution qu'on a évoquée, du non-recyclage, du gaspillage, bien sûr, de l'humanité, c'est des questions qui sont liées à nos comportements, bien évidemment. Le climat change trop vite. Les glaciers fondent, la mer, elle monte. Et ça va nous poser des problèmes considérables dans ces grandes villes qu'on évoquait tout à l'heure. On ne peut pas dire c'est pas important, on verra ça plus tard. Non, non, il faut s'en occuper tout de suite. Et je pense que tous, dans les lycées, vous avez, dans les collèges, bien sûr, quand je dis lycée, je parle de tous les enseignements. École maternelle, moi j'insiste, on ne fait pas assez d'éducation environnementale aux tout petits. Ils comprennent souvent bien mieux qu'en terminale, hein, les tout petits. C'est avec eux leur dire ce qui se passe. Je vais terminer par une anecdote avec des tout petits. Je racontais une histoire à des enfants qui étaient de CM2, donc c'est des moyens petits, ceux-là. Hein. Et je leur disais que chaque lit humain, parce qu'on a dormi pendant la nuit dans un lit, et qu'on dorme tout seul ou à 2, ça marche, hein, eh bien, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens chaque matin. Un petit animal avec des épines et des poils partout. Mais c'est génial, on est dans la biodiversité. On ne mange que de la biodiversité. Vous ne mangez pas des boulons, hein, ni des morceaux de vélo, hein, vous mangez du vivant. Et vous ne coopérez qu'avec du vivant. Un corps humain, c'est autant de cellules humaines, hein, des cellules du foie, du sang, du rein, des cheveux, que de bactéries sur nous et dans nous. On l'a oublié. Et dès que la relation entre nos bactéries et nos cellules humaines ne marche pas, c'est de graves maladies, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, l'autisme, Alzheimer, tout ça, c'est lié à ces... Et qu'est-ce que vise le petit Covid-19? Les gens qui, justement, ce qu'on appelle la comorbidité, des gens qui, déjà avant qu'ils aient attrapé le virus, avaient des mauvaises relations avec leurs bactéries. Ils étaient trop gros, ils ne faisaient pas de sport du tout, ils étaient âgés, ça joue beaucoup parce que les gens âgés ont moins de défense immunitaire. Donc voilà, hein, revenons à ce qu'on est, admettons que nous sommes le vivant, que nous sommes la biodiversité, et dans ce cas-là, je pense que la réaction est évidente. Hein. Chaque fois qu'on va l'attaquer ce vivant, eh bien, on s'auto-attaque. C'est un peu bête, vous reconnaissez, pour une espèce qui s'est appelée Sapiens, comme a dit Adeline tout à l'heure. Sapiens, ça veut dire l'homme qui sait, mais il ne sait rien. Ou il sait, il a oublié. Hein, et je pense aujourd'hui que face à ce qui nous guette, hein, le climat qui change trop vite et le vivant qui disparaît, eh bien, nous sommes tous, j'ai beaucoup aimé un terme inventé par des femmes, je l'aime encore plus, qui s'appelle la myopie du désastre. On ne voit pas ce qui va se passer parce qu'on a oublié le passé. Donc, on change. Et c'est vrai que le vivant, vous vous rendez compte que le vivant, il a 4 000 millions d'années. Vous imaginez ce que c'est? Même moi, je n'imagine pas ce que c'est. 4 000 millions d'années, il est toujours là. C'est la plus belle entreprise de la Terre, ce vivant dont on parle, auquel nous appartenons, dans lequel nous sommes profondément inclus, nos bactéries, nos acariens dans notre lit ce matin. Eh bien voilà, il faut qu'on l'admette. Et si on l'admet, on essaiera de comprendre pourquoi la nature est toujours là, pour une raison très simple. La nature a réagi à des agressions incroyables depuis autant de temps. Elle s'est adaptée. Et pour s'adapter, il faut changer. Et nous, on ne change toujours pas. Voilà un peu ma remarque là-dessus. Donc, il faut qu'on change. Et vous êtes des moteurs incroyables du changement, mes amis, les éco-délégués. Merci beaucoup. Merci. On vous écouterait toute la journée. Alors, malheureusement, il y a d'autres personnes qui vont vous écouter. Nous, il nous reste 7-8 minutes. Alors, il y avait beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on aurait pu même consacrer toute l'heure à parler de votre parcours, de vos recherches, de vos engagements, de vos publications.
qui sont au-delà de la sphère des éco-délégués, mais finalement, c'est toujours le même sujet, c'est parvenir à devenir moteur et vecteur d'énergie pour changer ce monde. Alors, on voudrait en prendre deux. Est-ce qu'il y a deux personnes qui souhaitent prendre la parole? Alors, je ne sais pas, on peut commencer par Pékin. Pékin, est-ce que vous avez une question à M. Gilles Boeuf? Il y avait pas mal de questions. Alors, le premier qui veut, hein, allez-y. Hein. Sinon, on fait Zurich. Hein. Zurich? Allez, on y va. Zurich. Les élèves sont toujours intimidés. On voulait savoir comment est-ce qu'on détermine l'empreinte carbone d'un aliment? Un aliment, simplement, tu vois, on regarde la façon dont il a été produit. C'est comme tout à l'heure quand vous avez parlé d'eau virtuelle, je ne sais plus, je crois si c'est au Liban. L'eau virtuelle, c'est l'eau, par exemple, pour faire 1 kilo de viande de vache, il faut 15 000 litres d'eau, par exemple. Hein. La vache a mangé de l'herbe, qui a accumulé de l'eau. C'est pareil pour n'importe quel aliment, hein. Sur un biscuit, sur quelque chose. Parce que l'aliment peut être sec, mais pour le construire, peut-être pour l'alimentation transformée, il a fallu de l'eau. Et du carbone aussi. Hein. Donc, ça se calcule comme ça, en fait. S'il a fallu chauffer, par exemple, tu vois. Hein. Par exemple, tout à l'heure, si je reviens aux personnes qui vivent longtemps, on regarde les pays où on vit le plus vieux. Hein. C'est intéressant de regarder ça. Hein. En France, c'est 80 ans pour les garçons, pour les hommes, 84 pour les femmes, la moyenne de la population aujourd'hui. Mais tu as des pays, si je prends le Zimbabwe, en Afrique, c'est 46. Et donc, tu vois, on peut calculer comme ça, effectivement. Et on regarde qu'il y a également une grosse empreinte carbone parce que nous, dans nos pays, on se chauffe l'hiver, on se refroidit l'été. Ça coûte cher. Donc, tu peux mesurer comme ça une empreinte carbone. Et on le fait pareil pour faire une banane. Si tu fais, par exemple, tu vois, même bio, un melon ou bien une pomme ou des serres chauffées, il y a une grosse empreinte carbone. Donc, il faut mesurer effectivement la façon dont l'aliment a été produit. Est-ce qu'il faut un énorme tracteur, par exemple, tu vois? Est-ce qu'il a fallu débroussailler avec des énormes machines? Est-ce qu'il a fallu arroser? Tout ça, c'est important. Et l'idéal, bien sûr, c'est un aliment qu'on produit en saison. Et ça, il faut vraiment que ça rentre dans votre crâne. Hein. L'empreinte carbone, elle est beaucoup liée à la désaisonnalité. Il ne faut pas manger des bananes tous les jours. Il ne faut pas manger des avocats tous les jours. On les mange à la saison. Et ça, c'est super important. C'est comme ça qu'on mesure l'empreinte carbone d'un aliment. Merci beaucoup. D'accord. Bah, écoutez, merci. On a une dernière question parce qu'il y en avait beaucoup. On a une question. Oui, allez-y. Vous avez fait beaucoup d'études au cours de votre carrière sur la vie et la biologie marine. Comment pensez-vous que le projet ADN reflète ou se rapporte sur ces études? Quel projet, tu dis? Ce projet ADN carbone zéro. Comment est-ce qu'il se reflète sur les études marines que vous avez faites de votre carrière? Oui, bien sûr. Tu sais, l'océan, j'ai dit tout à l'heure, on l'a oublié. Alors, bien sûr, il y a plein de mers différentes. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. La mer du Liban, ce n'est pas la même mer que la mer la Baltique, mais il y a un seul océan. Ce qu'il faut sur l'océan, c'est intégrer qu'il est important. Et qu'on admette qu'on ne peut pas, nous, avoir une vie agréable, émerveillante dans le futur sans un océan en bonne santé. Il faut qu'on s'y mette tous. Au Liban, par exemple, moi, j'avais vu les désastres des bombardements israéliens sur les stations de pétrole à un moment, pour des raisons où les gens n'ont pas réfléchi du tout à l'impact environnemental, hein, bien sûr. Hein. Et ça n'a pas résolu des questions politiques non plus. C'est là que je me bats avec ce monde politique, ou contre eux, des fois avec eux, hein, s'ils font des choses qui sont bien. C'est très important. C'est qu'il faut qu'on regarde ces aspects particuliers. Et l'océan est tellement, tellement, tellement important. Que serait le Liban sans un océan en bonne santé? Et il dit beaucoup. C'est pas un océan là-bas, c'est même mieux. C'est notre chère, chérie mer Méditerranée, qui est un petit océan. Hein. Mais la mer Méditerranée, elle s'est remplie grâce à l'océan Atlantique. Mais ça serait une grave erreur de la considérer aujourd'hui comme seulement un morceau de l'océan Atlantique. Elle est différente. C'est la seule mer au monde, tu sais, où en profondeur, elle n'est pas froide. Elle est géniale, la mer Méditerranée. Mais depuis qu'on a fait le canal de Suez, et ça a beaucoup impacté le Liban, c'est qu'on a vu beaucoup d'espèces, au moins 700 espèces, on travaille dessus, qui sont passées de la mer Rouge en mer Méditerranée par le canal de Suez. Donc tu as raison, la mer Méditerranée, elle est essentielle pour tout ce monde particulier. Alors, merci. Pour terminer, parce que c'est incroyablement fascinant de vous écouter, on a des élèves de troisième qui sont là, qui sont mobilisés. Et en vous écoutant, vous apparaissez, mais je pense que je vais faire ça à chaque intervention, vous apparaissez comme un inspirateur. Et parmi les questions qui sont revenues, c'est pourquoi vous avez choisi l'océan? Est-ce que vous vous êtes battu pour votre passion? Et quels conseils vous pouvez donner à ces élèves de troisième qui ne savent peut-être pas encore exactement quelles études ils vont faire,
ce qu'ils vont pouvoir apporter à la société. Alors vous, votre parcours, il est aujourd'hui incroyable. Les élèves étaient même impressionnés ce matin de vous rencontrer. Mais si on remonte il y a très, 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 très longtemps, quand vous étiez en troisième, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui et quels conseils vous pouvez donner à ces élèves pour avoir la même énergie que vous avez aujourd'hui? Et on terminera sur cette question. Je me rappelle bien quand j'étais en troisième, c'était en 1966, ouais, 5 ou 6. Et je me rappelle très bien de ce que je faisais. J'avais commencé à apprendre une seconde langue. Moi, j'avais appris d'abord l'allemand, puis après l'anglais. Et après, bien sûr, j'ai appris l'espagnol. J'ai vécu longtemps en Amérique du Sud. C'est d'abord de dire aux filles, je m'adressais aux filles pour commencer, les filles, ayez confiance en vous. Vous êtes largement aussi bonnes que les garçons. N'écoutez jamais un garçon qui vous dit que les filles sont moins bonnes. C'est stupide, c'est faux. Parce que vous travaillez beaucoup plus qu'eux en plus. Deuxièmement, en troisième, on a plein d'idées géniales. J'ai une petite fille qui est en troisième en ce moment, ma petite fille. Je parle beaucoup avec, elle s'appelle Laurel là, et je parle beaucoup avec elle. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Cette semaine, elle étudiait le biomimétisme. Et vous savez que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je préside aussi le plus grand centre européen du biomimétisme. Hein. Aller chercher des solutions dans la nature pour résoudre nos problèmes. Des solutions qui ne sont pas polluantes, qui ne dépensent pas d'énergie, qui ne font pas d'empreinte carbone, qui n'empoisonnent pas les gens. Eh bien, elle travaillait là-dessus. Elle me pose des questions merveilleuses. Donc, en troisième, c'est avoir envie de faire quelque chose. Faire une passion, n'importe quoi. Ça peut être l'histoire précolombienne, ça peut être de l'égyptologie, ça peut être la culture des champignons, du sport, tout ce que vous voulez. Développez une passion. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne laissez pas les gens trop vous influencer. Ayez envie. Pour ça, il y a quand même une chose qui est très claire. Hein, tout à l'heure, à ce que disait Adeline, il faut travailler. Et c'est vrai, je dis souvent aux enfants, je ne connais personne qui a réussi sans travailler. Ça n'existe pas. Mais trouvez un travail qui vous passionne. C'est tellement plus facile. Moi, je n'avais même pas envie de partir en vacances, tellement j'aimais ce que je faisais, en fait. Et avec mes filles et mes petites filles, on discute toujours de ça. Laissez-vous aller, mais travaillez. Si on ne travaille pas, on ne peut pas réussir grand-chose. Puis aimer quelque chose, puis surtout aimer les gens aussi, aimer cette nature, allez vous y promener, regardez-la. Et puis soyez malheureux quand on la dégrade. Et soyez très ferme, très ferme. On se bat. Je ne parle pas de violence du tout. Hein. Je parle qu'il faut se battre. Pour faire de l'océan, bien sûr que je me suis battu. Et si je suis venu au gouvernement pendant 2 ans, en 2015-2016, pour faire la COP 21, moi, j'ai pas envie d'être politique. Je suis venu pour 3 choses. Qu'on parle de l'océan. On n'en avait jamais parlé pendant 20 conférences climat. Vous imaginez? C'est le principal régulateur du climat. Qu'on parle de la vie, du vivant, de la biodiversité. Et qu'on parle des femmes. Voilà. Et ça vient tout doucement. Et ça, je crois que il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, vous vous battez. Vous êtes gentil, mais ferme, vous vous battez et vous développez, vous avez confiance en vous, sans non plus avoir un ego monstrueux, ça ne marche pas l'ego. Puis surtout, vous aimez les autres, et ça, c'est génial, ça. Merci. Merci. Écoutez, merci. Alors, cette conférence, elle a été enregistrée en direct. Elle va être retransmise. Il y a 21 établissements qui participent à ADN Carbone Zéro et il y en aura 70 l'année prochaine. Demain, c'est la journée où toutes les actions concrètes vont être mobilisées. Donc, on réfléchit, c'est quelque chose d'embryonnaire cette année qui deviendra de plus en plus grand et qui va mobiliser de plus en plus de personnes et j'espère générer de plus en plus de passion. On vous remercie infiniment. Alors, les élèves de Pékin, de Dubaï, de Zurich, de Beyrouth vont retourner à leurs activités de classe en distanciel ou à la maison. Mais je sais que vous, Monsieur Gilbert, vous restez là, vous allez vous reconnecter tout à l'heure. Et puis, pour une 2e, une 3e et une 4e table ronde, tout sera retransmis. Vous êtes porteur de valeurs, d'espoir, de mobilisation. Et je le disais, vous êtes pour nos élèves et même pour les adultes, hein, parce que moi, je ne suis plus en 3e, mais quand je vous écoute, on a envie de s'engager, de se mobiliser. Vous êtes un vrai inspirateur. Donc, je vous remercie infiniment. Et encore une fois, au nom de Adeline, mon nom ne s'écrit pas le O et le E collé, c'est B-O-E-U-F. C'est un petit détail, voilà. Ah, d'accord. C'est pas grave. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous. Hein. J'avais commencé avec Christophe de Rambure quand on a fait Valencia. Il y a quelques temps, la COP des enfants de seconde des lycées français autour de la Méditerranée avec Nicolas Hulot. On a été fascinés tous les deux. Hein. Allez-y, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Merci, merci. Et Christophe animera une table ronde tout à l'heure. Et c'est lui qui nous a dit « Gilbert est incroyable, vous verrez ». Et je confirme, il avait raison, je vais lui écrire tout de suite. Un grand merci et merci à tous. Au revoir à Pékin, au revoir à Dubaï, à Beyrouth. Merci, au revoir Franck. Bye bye et bonne journée à tous. Avec bonheur, merci. Merci.